buisson de ronces fait douter de la bonté de la nature, eh bien, nous nous évertuerons à ne pas du tout douter de Dame Nature qui se montre chaque jour un peu plus généreuse vis-à-vis de nous. Mesdames et messieurs, on est là, c'est l'essentiel, c'est le plus important et vous le savez, partout dans le monde, à 12h GMT, on est tous... On est tous ce midi et c'est un bonheur, c'est un vibrant plaisir pour nous de nous retrouver en famille, de nous retrouver entre amis et de pouvoir partager nos expériences, nos douleurs, nos moments de joie avec bien sûr les téléspectateurs. En fait, quand je dis nos douleurs, je parle plutôt des invités témoins, pas de nous, parce que nous, en fait, on est censé ne pas avoir de problème. Voilà, l'animateur, quel que soit ce que vous avez vécu la veille ou le même jour ou une heure avant, ça n'intéresse pas le téléspectateur. Alors là, pas du tout. Le plus important pour vous, c'est d'avoir la pêche, l'énergie et de pouvoir donner du sourire à ceux qui sont dans le besoin, n'est-ce pas? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'équipe du jour est composée d'Aloucène Sidibé, que je vous demande d'applaudir très très fort, de Jessica Bomba et de Dr Philo. Vous allez bien? Super bien. Ça va. Ça va. Pardon? Ça va très très bien. C'est Midi Club. Aujourd'hui, on a droit à quoi? Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous arracher un petit sourire quand même. On va faire un petit classement des personnalités atypiques qu'on a reçues dans cette émission depuis la toute première saison. Et je peux vous garantir qu'il y a de la matière. Voilà. Il y a de la matière. On vous attend avec impatience. Salut Sen. De mon côté, je veux dire à tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment, fini de galérer pour trouver des opportunités d'études et de formation de qualité. J'ai une plateforme pour vous, Yefa, pour avoir plus d'informations. Restez connectés. Ça ressemble à un cri de guerre. Yefa! Yefa! Docteur Philo, oui, ça va? Ouais, ça va. L'animateur attitré de la soirée d'hier. Ouais, c'est ça. Ah là, j'ai compris vos propos tout à l'heure, mais c'est ça. Eux, ils s'en fichent, les téléspectateurs veulent voir la bonne humeur, ils ne savent pas ce qu'on a fait hier nuit. Et moi, au-delà même de tout ceci, moi, j'ai effectué un long voyage. Je suis venu de Mans. J'ai quitté Mans à 20h. Je suis rentré à 4h, 5h du matin. Je suis très fatigué parce que, oui, j'ai été délégué par toute la sagerie. Ça se dit, la sagerie? Oui, si oui, en tant que dépositaire de la tradition orale Yakuba, parce que nous, le noir à des voilà. Je suis venu, voilà. Merci Docteur Philo. Et aujourd'hui, nous allons faire un peu de tourisme, si vous le voulez bien. Allons visiter donc le Mont Nemba. Eh bien, nous allons l'escalader, enfin, virtuellement. 1752 mètres d'altitude officiellement, mais officieusement, c'est 1759 mètres d'altitude, soit 17 fois la plus grande tour de l'Hôtel Ivoire. Donc imaginez-vous cette tour qui a été escaladée par des explorateurs en seulement 72 heures. Nous avons atteint le sommet du Mont Nemba en 3 jours. C'est le thème retenu pour ce jour. Et avant de recevoir nos invités, mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous tenir debout. C'est des héros. C'est des héros. On va donc les recevoir tout de suite avec bonheur. Nous appelons ici Myriam Carus et Kwame Mini Martin. C'est des héros. C'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Myriam et Kwame, installez-vous. On est content de vous recevoir, on est fiers de vous. Et puis, on respecte votre courage. Et ce qui a lieu de dire, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ils étaient au total 12, je vais revenir là-dessus. Donc, toutes les personnes, enfin, la plupart des personnes que vous voyez juste derrière, ont participé. On aura l'occasion de les connaître. Voilà, levez-vous pour qu'on vous voit. Ils ont aussi participé donc à cette exploration. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Nous avons atteint le sommet du Mont Nemba en 3 jours, je rappelle, c'est le thème du jour. Docteur Philo a son mot à dire à ce sujet, on le retrouve tout de suite. Mont Nemba à 3 jours, j'ai envie de tout de suite voir, parce qu'ils ont grimpé le mont, vraiment au nord de la... Est-ce que vous avez des ongles? Comment vous avez fait pour grimper? Ah, d'accord, vous êtes un véritable héros, vraiment. Et en même temps, je voudrais vous féliciter au nom de toute la sagerie Yakuba, parce que je suis fils de la région. Et en même temps, vous dire que c'est ça. C'est-à-dire, on a besoin de ça. On a besoin de satisfaire un certain nombre de curiosités. Quand c'est comme ça, vous faites l'apologie des sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Comme ça, les gens vont dire, ah, donc monter là, on peut monter vraiment.
Voilà, c'est chez nous en main, c'est long. C'est pourquoi tous les Yacouba, on nous tasse de tout ce qui est long sur nous. C'est parce que le plus haut sommet se trouve chez nous. On s'en fout. Ça, c'est chez nous. Voilà. Je veux dire... Oui, je veux dire que vous n'avez pas trop cherché. 3 jours, c'est trop. Mademoiselle Carus, vous avez compris la vanne? Pas vraiment. C'est mieux. Voilà. Vous n'avez pas cherché vraiment. 3 jours, c'est trop. 3 jours, sinon, il y a des raccourcis. Nous qui sommes les sages de là-bas, nous qui sommes les fils, il y a des raccourcis. Vous pouvez passer par Guanguiné, Gbaple, Doueple, Bongople et remonter. En une seule journée, vous atteignez. Voilà, parce que nous, on discute avec les génies pour pouvoir monter, mais c'est bien, c'est bien. Je vous propose, il y a trop de sites touristiques en Côte d'Ivoire. Allez-y, traversez le lac Okaïma et Yamoussoukro. Nous, ça va nous faire plaisir. Ça va être bien, la forêt du Banco, ça va nous faire plaisir. Je veux dire que c'est des risques que vous avez pris, parce qu'avec toute cette forêt, c'est un véritable, je ne sais pas comment vous dire, une véritable réserve naturelle minée de trucs. Sinon, vous l'avez réussi, mais il y a un Anglais à l'époque, dans les années 80, en tant que fils de la région, dépositaire de la tradition Yacouba, il a échoué. C'était un Anglais, il a échoué, j'oublie son nom là, il a échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lui, quand il a grimpé, il n'a même pas fait les 1 tiers. Il est arrivé, il a vu les animaux, vous savez, il avait les chimpanzés là-bas, les chimpanzés, les gorilles, qui vivent un peu comme les êtres humains. Et lui, au lieu de va, fais ton exploration, et lui veut tuer l'animal. C'est-à-dire, quand il prend, tout ce que lui fait, le singe fait. Donc ça l'énerve. Donc quand il se peigne, le singe aussi fait ça, il se peigne. Quand il se brosse, il se brosse. Il dit, ah bon, ok, I will killing this animal. Ça veut dire, il va tuer, il va tuer cet animal-là. Il prend son couteau, il veut abattre l'animal, c'est comme l'animal fait. Mais comme lui. Jessica, pourquoi vous regardez Docteur Philo comme ça? Vous êtes ébloui sans savoir ce que je dis, c'est tout. Absolument. Voilà, vous ne savez pas. Merci beaucoup. Donc il prend le Philo, temps, il prend le temps de prendre son couteau, j'en fais semblant pour s'égorger. Là, le singe va s'égorger. Quand il prend le couteau, le singe lui dit, que mal ou bien. Et monsieur, il est obligé de se réveiller. Et vous avez réussi cela. Félicitations. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, on va essayer de retourner à nos cours du primaire. Hein. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été chicotées à cause de cette réponse ou à cause de cette question-là. Quelle est l'altitude du Mont Nemba? Je l'ai donné tout à l'heure, mais si je pose la question, est-ce que vous êtes sûr de me donner la bonne réponse? L'altitude du Mont Nemba. Qui s'y colle? Bon, d'accord, allons donc pour le micro-trottoir. Il n'y a personne. Je connais le Mont Nemba, mais l'altitude, j'ai un peu oublié. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas l'altitude du Mont Nemba. C'est un bail, hein, le Mont Nemba. Bon, de ma part, 1000 et quelques kilomètres carrés. C'est pas, mais ça va dans 1000. Le Mont Nemba, son altitude, bon, c'est 1245 km². L'altitude du Mont Nemba, bon, sincèrement, je ne connais pas. J'ai beaucoup entendu parler du Mont Nemba, mais l'altitude, franchement, ça m'échappe. Je ne sais pas comment. Je n'ai pas la réponse. L'altitude du Mont Nemba, je crois que c'est 1753 mètres de hauteur. L'altitude du Mont Nemba est de 1753 mètres. Eh oui, nous sommes donc de retour sur le plateau Dossier Midi. Il y a vraiment une réponse qui m'a cassé, tué. Le Mont Nemba, ça fait un bail. C'est un rappeur en plus. 1000 et quelques. Chapeau. Alors si vous nous suivez, n'hésitez pas à venir faire l'émission avec nous, participer donc à cette émission. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Monsieur Kwame et de Mademoiselle Carus. Monsieur Kwame donc qui est dans le domaine de l'assurance. Il vit à Paris et Mademoiselle Carus, elle est avocate. Maintenant en Côte d'Ivoire, c'est bien cela. Elle est revenue aux sources, revenue au pays, mais elle n'a pas laissé certaines habitudes. Eh bien, vous êtes alpiniste. C'est bien cela. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez découvert cette activité. Enfin, ce sport, c'est selon. Je vais peut-être commencer. Déjà, merci en tout cas pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer. J'ai découvert ce sport un peu par un rêve de fou. Quand j'étais à l'école primaire, dans un documentaire, j'ai vu passer des images d'explorateurs qui faisaient donc l'ascension du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. Et j'avais retenu une chose, c'est qu'à une certaine altitude, la difficulté est beaucoup plus importante. Partant de là, ce rêve m'est un peu revenu en France, où je vis à Paris, et avec un groupe d'amis, faisant partie d'un club service, on a monté un projet pour pouvoir collecter des fonds qui ont servi à acheter des vaccins pour lutter contre la poliomyélite. D'accord. Donc on s'est dit, écoutez, soyons fous,
allons gravir la plus haute montagne d'Europe, qui s'appelle le Mont Blanc. En tout cas, soyons fous, parce que ça ressemble à cela. C'était fou, et c'était un projet, donc le Mont Blanc culmine à 4810 mètres d'altitude. Donc on a monté le projet, on a discuté avec plein de gens, on s'est organisé avec la Fédération française d'alpinisme. Et jusqu'à 3 jours avant l'ascension, lorsque j'ai vu la montagne, elle dit non, non. J'ai pensé à ma mère décédée. J'imagine. J'ai repensé à mon père. Et je me suis dit, je suis là, je vais y aller. Est-ce que le père était informé? Alors, le père a été informé la veille de l'ascension. Sa réaction? Sa réaction, c'est de dire, mon fils, tu y es, tu redescendras et tu arriveras au sommet. Bravo. Et vous, Myriam? En fait, j'ai découvert cette activité à l'époque quand je travaillais en France. Et l'été, j'ai des amis qui partaient dans les Alpes. Donc, on faisait des balades comme ça dans les Alpes. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyage, notamment en Afrique, que ce soit en Tanzanie ou ailleurs, j'essaie toujours de découvrir le pays. Par exemple, en Tanzanie, je fais des safaris. En Afrique du Sud également, j'en ai fait. Et j'ai réalisé qu'en fait, je fais tout ça à l'étranger, mais en Côte d'Ivoire. Je ne fais pas vraiment de découverte de la nature, en fait, ou même de la montagne en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que Mais dites-moi, franchement, pitié, quoi. Dites-nous, la passion, là, elle vient d'où? Qu'est-ce qui vous attire dans cela? Pour moi, c'est vraiment la curiosité, savoir si je suis capable de le faire. Et il y a un challenge aussi, savoir si je peux le faire, et surtout la découverte. Moi, c'est vraiment de la curiosité, de la découverte. J'ai grandi, vécu en ville, et savoir si ce qui se passe dans une brousse, ce qui se passe au sommet d'une montagne, comment on fait pour y arriver, est-ce que je peux y arriver? Et c'est vraiment le dépassement de soi, et en fait, c'est vraiment ça, le dépassement de soi, en fait. Mais docteur Philo, vous êtes curieux, mais jamais vous n'avez osé faire ce genre de choses. Oui, mais il faut pas oser pour oser. Mais nous, oui, il ne faut pas oser pour oser. Moi, je dis il faut prendre certaines prédispositions. Parce qu'elle parle de curiosité. Ça veut dire, quand on est trop curieux, on oublie toutes les difficultés. Voilà. Mais nous, en même temps, on pense aux difficultés avant d'être curieux. Oui, je voulais savoir comment vous arrivez à éteindre ce facteur risque-là, parce que c'est une réalité. C'est vrai que vous êtes poussé par votre curiosité, mais il y a le facteur risque. Le facteur peur surtout, je dirais. Oui, je pense. Ouais. Alors, le facteur risque et à la fois le facteur peur, disons, ont déjà été éteints par des gens avant nous, qui ont fait tout le travail. Il y a d'illustres alpinistes qui ont parcouru tous les monts du monde, l'Everest, l'Annapurna, la Concagua et j'en passe. Et ils ont Et quand vous dites ils étaient de la même nature que nous? Exactement. Ils étaient de la même nature que nous, ils avaient deux bras, deux jambes. Et encore, à l'époque, ils n'avaient pas toutes les technologies et tout le matériel qui permet vraiment de s'assurer. Donc, en face de chaque difficulté, des difficultés, il y en a plusieurs, il y a toujours un élément, un matériel, une façon de se tenir, une façon de respirer, une façon de marcher qui permet de s'assurer et d'aller encore plus loin. Donc, pour faire le Mont Blanc, je me suis documenté pendant 6 mois. D'accord. Je me suis entraîné pendant 6 mois et j'ai réfléchi pendant 6 mois avant d'aller vraiment le faire. Donc, ça ne s'est pas fait sur un coup de tête. Sur un coup de tête, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le matériel, c'est d'abord les chaussures, c'est ensuite les lunettes pour se protéger contre les yeux. C'est très important, le sac pour permettre de répartir le poids de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et même à l'intérieur de ce sac, il y a des choses très importantes, de l'eau, de la nourriture, des bandelettes, des barres d'énergie, un GPS pour contacter les secours si besoin. Enfin, et bien sûr, un appareil photo pour partager aussi la beauté de ce qu'on voit là-bas. Et en dehors de votre passion, qu'est-ce qui vous a réellement motivé à faire on va dire, cette exploration, à aller au sommet du mont Nemba? Est-ce qu'il y avait des objectifs bien visés auparavant? Oui, en fait, il y avait 3 objectifs. Bon, il y avait l'aspect touristique, l'aspect découverte, l'aspect sportif et également l'aspect social. On a décidé de soutenir une association en Côte d'Ivoire qui s'appelle la Fondation LIA, qui lutte contre la drépanocytose, qui est une maladie génétique qui touche
énormément de personnes, mais qui n'est pas très connue et dont on ne parle pas beaucoup. Donc on a décidé justement de saisir cette opportunité pour en parler sur les réseaux sociaux et surtout pour lever des fonds afin de vacciner des enfants. Et c'est quoi le lien entre la drépanocytose le lien entre la drépanocytose et l'alpinisme? En fait, le lien, c'est que pourquoi on s'est accordé sur la drépanocytose, il y avait plusieurs thèmes. C'est parce que Minnie est drépanocytaire. Et ce qui s'est passé, généralement, les enfants... monsieur est juste à côté de généralement, les enfants drépanocytaires, on leur dit qu'ils vont mourir avant l'âge de 18 ans et qu'ils n'ont pas le droit de faire d'activité sportive. Ça dépend aussi des degrés. Ça dépend des degrés. Mais généralement, ils font très attention au type d'activité qu'ils font. C'est cela. Et pour nous, c'était également la démonstration je pense, de la puissance du mental. C'est-à-dire que si on arrive à se convaincre qu'on peut y arriver, quelles que soient les limites physiques, même scientifique, parce que scientifiquement, c'est ce qu'on dit, on peut vraiment y arriver. Et c'est vraiment la démonstration qu'on veut faire à tous les enfants qui regardent la télé aujourd'hui et qui se disent malades et qui se disent qu'ils sont physiquement limités, alors qu'en fait, le monde est à leur portée. Il faut juste qu'ils réussissent à se convaincre, en fait. Et je suppose que tout le monde n'a pas forcément la même activité physique. Vous allez me dire que pour faire ce genre d'action, là, il faut absolument se préparer physiquement. Mais est-ce que vous avez tous les mêmes activités, le même rythme sportif pour réussir? On va donc passer la parole. On va passer la parole aux autres. Pour qui c'était la première fois, avant d'y arriver à cette question? En fait, moi, c'était la première fois. Son micro, est-ce qu'il marche? Oui, en fait, moi, c'était la première fois. Allez-y. Oui, c'était la première fois. Et franchement, ça n'a pas été facile. C'était quoi la difficulté? D'abord, dans un premier temps, on a essayé de tester la dent de Mont. Et la dent de Mont, franchement, c'est très physique. Mais pour le Mont Nemba, je crois que la difficulté première, c'est d'abord le mental. Ouais, il fallait avoir un mental d'acier pour pouvoir le faire. Et franchement, ça n'a pas été facile. Mais quand tu es à... Ce mental d'acier-là, vous l'aviez auparavant ou vous avez reçu des encouragements des uns et des autres? Non, je l'avais auparavant. Mais qui était quand même mis en doute à la dernière minute. Oui. Au deuxième, troisième jour, quand je voyais... Bon, quand on a un peu grimpé, quand j'ai vu le mont, mais franchement, j'ai commencé à tiquer, le cœur a commencé à battre. Je me suis dit, bon, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Et puis, en fait, au sommet, j'ai un peu le vertige. Donc, c'est vrai que quand on traversait, j'évitais de regarder à gauche, à droite, je regardais juste devant où je mets les pieds. Et à un moment, j'ai commencé à douter. Ils m'ont fait un petit coup là. Ils m'ont dit non, en fait, la montagne, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Donc, allons à celle-là, tu te reposes et puis nous, on continue. Et à ma grande surprise, on arrive, on me dit non, ça y est, on est arrivé. Et là, c'était la foi. Ça a été quoi? Merci. Ça a été quoi le parcours? Alors, le parcours, pour faire très court, donc, il est très important qu'il faut passer donc, par l'Office ivoirien de parcs et réserves. Donc, je profite de l'occasion pour saluer et remercier le directeur général, le colonel Adama Tondosama, qui a été d'une réactivité exceptionnelle, qui depuis Paris en tout cas nous a aidé à construire ce projet. Donc il faut passer par l'Office ivoirien de parcs et réserves. Et le parcours, c'est arrivé d'abord à Danané. Ensuite, de Danané, prendre un chemin de piste pour atteindre un village, le plus beau village qui m'a été donné de voir, le plus propre, c'est un village Yakuba, qui s'appelle Yelle. Et donc à Yelle, on fait les formalités coutumières et on nous assigne un guide qui est le maître de la région et qui connaît toutes les branches et tous les chemins. Et donc le parcours, c'est rentrer dans la réserve depuis Yelle, passer la nuit dans le premier camp de base, situé à environ 3 km de marche, et je dirais entre 300 et 400 mètres de dénivelé. Le dénivelé, c'est la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. La deuxième étape, c'est traverser encore la forêt en passant dans les ronces, traversant des ruisseaux, contourner des arbres, dont le grand arbre aux 1000 racines, pour arriver en fait à une savane montagneuse qu'on voit un peu par ici, qui est magnifique et qui talonne les nuages. De ce plan, on peut apercevoir, si on a de la chance, le sommet du Mont Nemba parce qu'il est caché dans les nuages. Mais dit comme ça, je veux dire qu'on se dit, ah, c'est beau, c'est mignon. Mais c'est beau et c'est mignon. C'est beau et c'est mignon, mais il y avait aussi des dangers parce que vous avez passé, on va dire, des nuits dans la forêt. Oui. Et il y a des animaux.
Alors oui, il y a des animaux. Il faut dire que le Mont Nemba, pour la petite histoire, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est une réserve intégrale. Ce qui veut dire que depuis que la Terre a été créée, personne n'a jamais rien fait au Mont Nemba. Donc c'est une réserve vierge. Enfin, vierge. Il n'y a pas de piste en fait. Il n'y a pas de piste. Elle reste vierge. En tout cas, on s'est assuré pour préserver le chemin. Et les habitants de cette réserve n'ont pas l'habitude aussi de voir des hommes. Je pense aux animaux, aux chimpanzés, aux buffles, aux serpents. Ils étaient au total 9 explorateurs, 2 agents de l'OIPR et un guide. Voilà, apparemment ça s'est super bien passé, mais ils étaient quand même un peu incertains qu'ils retourneraient vivants. Vrai ou faux? C'était pas sûr. C'était pas sûr. Il y a toujours quand même un petit doute. Pour moi, l'incertitude, c'était de ne pas me blesser, en fait. C'est de pouvoir... je savais que j'allais rentrer vivante, je pense. Mais j'évitais... Je ne voulais vraiment pas avoir une cheville endommagée. C'était vraiment ça, en fait. C'était ça, votre peur. Oui, ça, c'était ma peur. Et c'est pour ça que je me suis entraînée avant d'y aller. Et qui n'était pas très sûr de revoir ses parents? Chris. Alors Chris, levez-vous, parce que ça a été trop beau depuis le début là. Et vous, c'était quoi votre plus grande peur? Ma plus grande peur, je pense que ce sont les serpents. J'ai peur des serpents et je pense que quand on est arrivé... Jusqu'à présent? Oui. Quand on est arrivé, j'ai demandé aux 2 gardes, est-ce qu'il y a des serpents? Ils m'ont dit évidemment. Et voilà, et c'était ça, des serpents et puis une attaque de chimpanzés. Et surtout, il y a eu une attaque? Non, il n'y en a pas eu. Mais on a eu une attaque de fourmis mognons. On a eu la bonne idée de manger à côté de nos tentes. Et donc, à 3 h du matin, elles sont venues nous réveiller, quoi. Puis on les avait dérangées. Mais je veux savoir, c'était quoi la réaction des animaux, puisque vous dites que c'est une réserve vierge. Alors, ils n'ont pas l'habitude de voir des hommes. Ils voient des hommes peut-être pour la première fois. Comment est-ce qu'ils réagissent? Et comment est-ce que vous avez fait pour ne pas, enfin, pour vous retrouver là sur le plateau aujourd'hui? Alors moi, je dirais que la première réaction, c'est sans doute l'étonnement et ensuite la fuite. Ah. Et fuyait. Je pense la fuite, parce qu'à chaque fois qu'on passait une ronce ou qu'on passait au détour d'un arbre, on voit leurs traces, des déchets, des branches cassées, on sent leur odeur. Donc on a l'impression vraiment qu'ils partent pour ne pas être... Parce qu'en vrai, on les dérangeait. On était toujours sur le chemin, hein? C'est-à-dire on n'avait pas encore, on n'était même pas encore au pied de la montagne. C'est bien cela. Alors 3 jours, comment ça se passe concrètement? Donc, on passe la première nuit en pleine brousse. Enfin, nous, on appelle ça la jungle. En tout cas, c'est la jungle. Donc, on passe la première nuit là. Donc, on dîne, on se douche, on est près d'un point d'eau, on fait tout là. Et ensuite, le lendemain, on repart à 7-8 heures. 7-8 heures. Et on lève le camp à 7-8 heures. Et on continue notre chemin et on arrive à une savane qui est vraiment, enfin c'est une vraie savane qui est à peu près 1000 mètres, je pense. À peu près 1000 mètres, qui est vraiment magnifique, c'est une grande étendue. Et là, bon, on a un autre point d'eau. Donc je pense que là, on s'est ravitaillé en eau. Et on a continué notre chemin et là, on a commencé l'ascension. Jusqu'à un camp de base qu'on a appelé le camp Chris Nguessan. Pourquoi pourquoi? Parce que Chris, c'est vrai que bon, je pense qu'il était ouvert et honnête avec sa peur et aussi assez vulnérable. Et surtout, ce qui était inspirant, c'est que malgré cela, il a fait l'aller-retour. Et ça n'a pas été évident. Donc on a tous été ensemble, on a poussé et on est tous arrivés au sommet et on a décidé que ce camp de base-là, on allait l'appeler le camp Chris Nguessan. Et c'était quoi les outils que vous utilisiez pour votre ascension? Alors, heureusement, là, en tout cas, l'intérêt aussi du Mont Nemba, c'est que c'est un massif qui ne présente pas, en tout cas, d'énormes risques techniques et de difficultés techniques. Du coup, avoir un bon sac pour pouvoir, en tout cas, ranger le nécessaire et pouvoir aussi le répartir le poids ou sur les épaules ou sur les hanches, c'est très important, d'où les sacs que nous avons. Et aussi avoir des bâtons de marche qui permettent de se reposer sont aussi très importants. Et troisième chose,
que parfois on peut négliger, ce sont les chaussures. Les chaussures. Il faut des chaussures de randonnée spécialisées, en tout cas des chaussures de marche qu'on trouve à Abidjan à des prix en tout cas extrêmement raisonnables, qui ont cette capacité. Ah, ça ne sera pas suffisant pour nous encourager à y aller. Qui ont cette capacité-là de tenir la cheville et de la rendre stable dans les descentes et dans les montées. Et qui ont aussi cette capacité-là donc de permettre de marcher dans les ronces, de marcher dans l'eau et de ne pas craindre des piqûres ou des morsures des habitants du coin. Est-ce qu'il y avait un médecin parmi vous? Parce que je me dis, tout peut arriver, quelqu'un peut se blesser, quelqu'un peut être malade. Il y avait un médecin parmi vous? Alors, il n'y avait pas de médecin, mais nous avons eu la chance d'être accompagnés par une spécialiste, une accompagnatrice de montagne des Alpes de Provence, dans le sud de la France, qui est mademoiselle Ariane Cruels, qui, de par sa formation, à une formation en tout cas de premier secours et de second secours dans des zones à risque et dans des zones reculées. Et dans le deuxième temps, les gardes de l'OIPR ont aussi cette formation-là. Et avant de partir, le capitaine Mobio de l'OIPR que nous avons rencontré dans l'année nous a aussi assuré d'avoir en tout cas alerté les autorités et les secours en cas de besoin. Alors je veux m'adresser à Ariane. Votre tâche, elle était ardue ou pas? La tâche était-elle difficile ou pas? Elle était un petit peu difficile. Il y a eu des blessés alors? Non, non, non. D'accord. Non, elle était difficile pour s'adapter à ce milieu parce que moi je travaille dans les Alpes d'habitude. Mais en fait tout s'est très bien passé. Et ça je pense c'est aussi parce qu'on était tous très attentifs les uns aux autres. D'accord. Si quelqu'un faiblissait, était un peu fatigué, on se reposait, ça c'est toujours important, on se reposait pour éviter une exposition aux blessures, quoi, à se faire mal, à se fatiguer. D'accord, merci. Donc en fait, il n'y a pas... Voilà. Merci. Alors Myriam, quand vous êtes arrivée au sommet de la montagne, ça a été quoi votre sentiment, vous personnellement? Je pense que ce n'est pas forcément le même sentiment. Pour moi, c'est un sentiment d'accomplissement. Vous avez un objectif, vous atteignez votre objectif, donc c'est vraiment une joie et aussi, surtout, et pour moi, ce qui était important, c'est qu'au sommet, en fait, on se retrouve au sommet de 3 pays. Parce que sur la droite, vous voyez les villages ivoiriens, à gauche, vous voyez les premiers villages guinéens, et derrière, vous avez le Libéria. Donc c'est juste, c'est vraiment, on se sent vraiment au centre de l'Afrique de l'Ouest. Et ça c'était une sensation, une vraie joie en fait. Alors Kwame, qu'est-ce qui change dans votre vie quand vous terminez? Alors moi, personnellement, plusieurs amis m'ont encouragé à faire cette expédition. Parce qu'ils souhaitaient que je puisse aussi peut-être faire découvrir cette montagne. Et je suis très heureux en tout cas d'avoir permis de montrer qu'avec de la motivation, avec de l'humilité et de l'engagement, avec de la bonne volonté, on peut atteindre des sommets. Et j'étais très heureux de voir tout le monde, tout le groupe au sommet du Mont Nemba. En tout cas, félicitations à vous. Caris, derrière, on peut le voir, il a été notre invité à la saison dernière. Jeune chef d'entreprise très, très brillant. Merci d'avoir osé. Merci pour cette belle leçon, on va dire, de courage et d'audace. Je suis sûre que ça va changer beaucoup de choses dans nos mentalités. Alors, le sage est avec nous. Il nous a écoutés avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. On vous retrouve tout de suite. Alors, je suis en face d'une belle aventure humaine. Une équipe multinationale partant à la découverte du mont Nemba. Alors, la première question, découvrir une montagne, escalader une montagne, faire de l'ascension d'une montagne, quel intérêt? Mais d'abord, l'intérêt, c'est faire découvrir le pays. Ensuite, il y a le challenge sportif. Et enfin, un volet social, puisque derrière, il y a l'aide que vous comptez apporter à l'association. Alors, plus loin, moi, je vois de la solidarité. Et il y a quelques images fortes qui me viennent à l'esprit. On n'est jamais fort tout seul. On est fort ensemble. Regardez ma main. Mais quand elle devient comme ça, c'est le poing. Et le poing est plus fort que la main. Et 2 sont une armée contre 1. Vous voyez bien que la solidarité, ça porte. Mais il y a d'autres valeurs aussi que vous avez. L'humilité. Cette humilité dont vous parlez, c'est cet autel sur lequel nous devons tous venir nous immoler
Parce que sans humilité, on ne peut rien faire. Il y a également l'abnégation. Vous avez fait ça sans intérêt particulier. Et enfin, la résilience. La résilience parce que chaque fois que vous y allez, vous pouvez tomber. Mais ne renoncez jamais. Il faut toujours recommencer. Et c'est ce que vous avez fait. Excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole. Vous êtes un sage, j'ai oublié tout à l'heure de leur poser une question. Est-ce que vous avez eu... c'est vrai que nous sommes en Afrique, vous avez eu la caution des sages, des rituels avant d'aller à la découverte de cette montagne? Effectivement. Oui. Alors, nous sommes en Afrique. Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Elinzoué, qui est près de Mongouanou, dans l'Est. Et ce que mon père et ma mère m'ont toujours appris, c'est que lorsqu'on arrive dans un village, il faut toujours saluer et respecter les coutumes. Donc nous avons eu la chance de rencontrer le chef du village de Yéleux, qui nous a confié l'un de ses sujets, donc Sylvain, qui nous a conduit jusqu'au sommet de la montagne. Et personnellement, j'ai porté une bouteille de champagne, qui faisait 2,5 kg. Et donc je pense que coutumièrement, on a apporté du champagne là-haut et c'était la première fois. D'accord. Merci beaucoup. On termine rapidement avec le sage. J'ai parlé d'endurance aussi, vous l'avez. Le micro, s'il vous plaît. Oui, donc vous devez... Et la seule chose qui nous reste maintenant, c'est bravo à vous, je vous dis bravo, pour que votre aventure puisse servir d'exemple aux autres et que de nouvelles vocations naissent. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ils l'ont dit, ils ont eu le temps d'étudier le terrain, ils ont eu le temps de se préparer physiquement, mentalement, à tous les niveaux avant d'y aller. Alors si vous avez envie de faire ce genre d'exploration, il faut vous préparer, il faut être aguerri. Merci infiniment d'être venu partager cette belle expérience avec nous. Et puis, on vous souhaite bon vent pour la suite. On vous souhaite de ne jamais être blessé ou de ne jamais rencontrer d'animaux féroces sur votre chemin. L'émission se poursuit, on les applaudit très fort pour leur dire encore merci. L'émission se poursuit et voilà, Yefa, c'était donc notre cri de victoire, j'ai envie de dire. C'est avec Aloucène Sidibé. On le retrouve tout de suite. Alors Yefa, qu'est-ce que c'est? Yefa, c'est une plateforme sociale web et mobile qui centralise et structure des opportunités d'études et de formation destinées aux jeunes. Comme opportunité, on a les stages de perfectionnement, on a des programmes de mobilité, on a des appels à candidature. L'un des gros avantages de ce site, avec le site Yefa, c'est qu'il vous facilite le travail, il optimise le travail de recherche aux élèves. Parce qu'il met à un même endroit, sur un même endroit, toute cette masse d'informations. Le second avantage va certainement vous plaire parce que moi, il m'a plu, c'est le service alerte de Yefa. Yefa vous fait signe, vous prévient avec une notification ou un message lorsqu'il y a une nouvelle opportunité. Et troisième avantage, on le dit jamais 203. Troisième avantage, c'est la partie où Yefa vous apporte des cours, donc des formations sur les techniques de rédaction de vos lettres de motivation ou vos demandes de stage et aussi vos curriculum vitae pour être au-dessus des autres candidats. L'objectif de cette plateforme du site Yefa, selon son inventeur, son concepteur, monsieur Henri Conambrou, c'est de pouvoir donner les mêmes chances à tous ces jeunes qui recherchent des formations de qualité, des opportunités de formation de qualité pour être compétitifs sur le marché du travail. On l'a avec nous en plateau, j'aimerais que vous l'applaudissiez. S'il peut nous rejoindre. Rapprochez-vous s'il vous plaît. S'il te plaît, est-ce que... Il a un micro à l'essai. Super. Je voulais... Allô. C'est lui, Yefa. J'aimerais savoir pourquoi Yefa. Je sais que ça a une connotation baoulé ou ani, mais pourquoi Yefa? D'accord. Bonjour. Bonjour. Yefa signifie en dialecte baoulé « nous prenons ». Donc, nous demandons aux jeunes de prendre des opportunités qui sont disponibles sur la plateforme, de ne pas hésiter, d'oser et de regarder les critères une fois qui correspondent aux critères et d'appliquer, de ne pas se donner des limites. Super. Et à quel stade du projet vous êtes? Ok. Actuellement, nous sommes à la phase de pénétration de marché. Nous avons déjà terminé l'application. La plateforme est disponible via le lien www.yefa.ci, YEFA. Et dans les mois à venir, nous allons passer à la seconde phase qui est l'intégration de tous les services
des services derrière. D'accord, ok. Merci. J'ai une dernière question. Juste une dernière. Pour tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment, quelles sont les opportunités qu'ils peuvent avoir sur votre plateforme, sur Yefa? Ok. Déjà, pour les jeunes qui ont des projets, nous avons Diaspora for Africa qui lance un appel à projet et financement. Donc, pour ceux aussi qui sont friands des formations, il y a Google France qui donne accès à une formation digitale active qui permet d'accéder à ces formations gratuitement. Et pour ceux qui... Merci beaucoup. On ne va pas pouvoir donner tous les détails parce que le temps joue contre nous. On a beaucoup d'invités aujourd'hui à l'UCN. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Et il faut dire qu'il y a eu plusieurs prix. On ne va pas forcément revenir là-dessus. Donc, rendez-vous sur la page Facebook d'Aloucène. Alors, il a parlé d'audace, il a parlé d'esprit d'entrepreneuriat. Et bien, il y a un monsieur que nous allons recevoir dans quelques instants. Je vais vous demander donc de lui réserver un bel accueil. Monsieur Lévin Felilo, que je vous demande d'applaudir très très fort. Monsieur Lévin Felilo, que nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de C'est Midi. Bonjour monsieur et bienvenue. Alors, il est président du Sherpa, entendez par là le cercle humaniste d'engagement et de réflexion pour l'avenir de l'Afrique. Et il est aussi expert en politique publique. Et voilà, c'est bien cela. Je suis très honorée de vous recevoir sur ce plateau. Et avec vous, on va parler de l'organisation d'un colloque sur le tourisme et l'agriculture. Pourquoi ce duo? Alors, d'abord, merci de m'accueillir. C'est moi qui suis honoré de venir sur votre plateau. On organise effectivement un colloque en partenariat avec l'Union africaine et la Chambre de commerce mardi sur le tourisme et l'agriculture parce que ce sont deux secteurs très importants déjà aujourd'hui en Afrique et que par ailleurs ce sont des secteurs qui sont très pourvoyeurs d'emplois. Et ce sont des secteurs qui sont appelés à avoir une très très forte dynamique en ce qui concerne cette question de la création d'emplois. Alors compte tenu du contexte que nous connaissons, qui est celui conjoncturel en Côte d'Ivoire de l'organisation du sommet, donc ce sera la veille du sommet UE-UA, qui prétendument est axé sur l'emploi à la jeunesse, eh bien il avait une cohérence à parler, à faire entendre la voix de la société civile et idéalement même sur une initiative africaine. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point étant que l'autre contexte est celui qui nous a tous touchés, qui est celui de cette jeunesse qui, faute d'emploi, en tout cas, se perd là où elle ne devrait pas. Est-ce que c'est le principal problème? Je veux dire, le manque d'emploi. Est-il le principal problème des voyages, de l'immigration clandestine aujourd'hui? Je crains que non, mais je crains que la question soit plus une question d'espérance qu'une question d'emploi immédiat en tant que tel. Mais ce sont des sujets compliqués, je veux bien en parler, mais disons qu'il faut pouvoir mener des réflexions sérieuses qui soient portées aussi par des Africains, parce que c'est très important. Il ne faut pas que ce soit toujours le Nord qui détermine les priorités qui doivent être celles des Africains. Et puis, il faut offrir des solutions concrètes. Et ce que nous essayons de faire à notre façon avec ce colloque. Parce que l'idée pour nous est, au-delà des rencontres qui feront intervenir des personnalités africaines de tout niveau, c'est surtout de permettre aux jeunes, et c'est ça le message que je lance à la jeunesse, dès lors qu'elle pense qu'elle a un peu d'audace, qu'elle a un peu d'envie, eh bien, pour les jeunes, ce sera gratuit. Ils viennent, ils s'inscrivent, l'inscription est obligatoire, ils s'inscrivent et s'ils sont porteurs de projets, ils pourront rencontrer des investisseurs. Donc nous pourrons faciliter, y compris des entretiens personnalisés avec des investisseurs internationaux ou nationaux. D'accord. Donc si je comprends bien, il faut avoir des projets, on va dire, viables. Ça, c'est déjà un premier après, critère. c'est une question de... Moi, je ne sais pas ce qui est un projet viable. Ce que je sais, en revanche, c'est que si je suis un jeune aujourd'hui, que... Quel qu'en soit le domaine. Oui, mais idéalement, dans le secteur du tourisme et de l'agriculture. Si je considère que j'ai plein d'idées et que j'ai un peu de gaz, eh bien, je viens parce que je vais rencontrer, je ne sais pas moi, la Banque mondiale, des investisseurs qui pourront dire votre projet m'intéresse ou à ce stade pas encore, il faut faire ceci, cela, et nous on vient. Merci infiniment, Monsieur Lévin
Félio, Monsieur Liévin Félio, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle donc que vous organisez un colloque sur le tourisme et l'agriculture et la création d'emplois aussi donc pour le 28 novembre, le 28 novembre 2017 à la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. On vous remercie d'être passé sur notre plateau. J'insiste pour les jeunes, hein, c'est vraiment... Les jeunes, ça vous intéresse. Alors venez avec vos projets et rencontrez des investisseurs. L'émission se poursuit. Il ne nous reste plus qu'une seule chronique. On retrouvera Jessica Bomba juste après la pub. Quand Teddy Riner, le judoka le plus titré de tous les temps, rencontre les meilleures compétences africaines, tout devient possible. Avec la même quête de la performance, avec la même confiance en l'avenir, avec surtout un rêve, permettre à chaque Ivoirien de réaliser ses projets. D'apprendre, de se comprendre et d'entreprendre. Move Côte d'Ivoire, la performance vous ouvre le monde. Parce que c'est midi, c'est maintenant! Voici maintenant un peu plus de 3 ans que les invités se succèdent sur le plateau de cette émission, appel à témoins y compris. Petit calcul rapide, non, j'ai arrêté de compter au bout de 1000, ce qui fait pas mal de monde. Et en ce qui concerne les personnalités de tous ces invités, il y a de la matière. Voici donc pour vous un petit classement de quelques invités de cette émission aux personnalités atypiques, et c'est peu de le dire. En 5e position, Ebino, rappelez-vous, il avait toutes les étapes de sa vie sur son corps. Hello Ebino. Bon, salutations à Saint-Midi, salutations à tous les gens de Saint-Midi qui sont là. Avant de commencer, j'aimerais dire merci, salutations à Aziz Fofana, qui est mon manager ici à Abidjan, Massara Touré, qui est mon infographiste ici à Abidjan, et à mon co-signer, celui qui m'a signé, qui a fait qu'aujourd'hui, c'est possible d'être ici, qui est Moussa Xlim Diawara. Ça sera tout. Salutations à M. Stiet, c'est une personne qui m'a vraiment épaulé, qui a toujours été derrière moi. Alors on risque de ne pas s'en sortir, hein, si on veut citer tous les noms du passé. Ouais, je sais. Mais non, nous avons tout notre temps. J'aime pas vraiment que j'ai l'impression que quelqu'un se paye ma tête, en fait. Moi, je n'aimais pas rester avec les gens qui étaient comme moi. Je déteste quand quelqu'un essaie de m'enfermer ou bien qu'il essaie de contrôler ma destinée ou bien qu'il essaie vraiment d'essayer de me canaliser, en fait. Voilà. So, Ebino, tu adores tes cheveux. Cool. Sinon, en ce qui concerne ton thème? Ça, je veux pas trop rentrer dans les détails. Ah, heureusement. Sacrée personnalité, oui, oui. Numéro 4, Choqué. Choqué a grandi grâce à la prison. En fait, il aurait pu être tout simplement le frère d'Ebino. Pourquoi? Bah, regardez. Les filles venaient souvent vers nous. Mais moi, j'aime pas les filles qui sont trop... Donc, en fait, je les envoyais un peu... Je les retournais, quoi. J'aime pas trop les filles un peu piens-piens, en passant, là. Les filles, elles retournaient parce qu'elles avaient peur de ma réaction, comment je parlais. Et puis, bon, souvent, j'avais un vocabulaire un peu trop élevé pour elles. On peut dire que vous avez du succès avec les filles. Ne soyez pas jaloux, Jean-Michel. Il ne vous volera pas la vedette, c'est promis. Ouais, c'est pas de ma faute. Bon, concernant votre passage en prison... J'ai eu la chance, en fait, de rester seul dans ma cellule. Faire la méditation, la relaxation, beaucoup de yoga. Énormément de yoga, d'ailleurs. Moi, en ce qui me concerne, j'ai passé un séjour... Séjour agréable, visiblement. On est content que vous ayez grandi, en tout cas. Numéro 3, notre cher et tendre Gorlamontagne. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît. Je suis reconverti en navagueuse. Navagueuse, ça veut dire que c'est une tribu indienne qui m'a initié, au fait. Dans le Grand Canyon, à Lakota, chez les Amérindiens. Ah, d'accord. Bon, là, ils m'ont préparé tout et tout. Ils ont dit, partout tu vas passer, tu vas nous représenter. Ok. Car l'Amérique nous appartient. Mais comme tu revendiques ça aujourd'hui, avec ton nom Gorlamontagne, nous sommes avec toi. Donc ça, c'est pas du hasard, au fait. Ah, ok. Ah oui, oui. Je crois qu'on l'a définitivement perdu à Lakota. Numéro 2, nos jumeaux adorés et le buzz, ils connaissent. Hello messieurs, comment vous allez? Alors, qui prendra la parole en premier aujourd'hui? Et qui va dire c'est lui-là en premier aujourd'hui? Je vois. Bon, quand vous arriverez à décider celui qui prendra la parole en premier, on reprendra cette petite discussion, d'accord? La palme est attribuée à... Tu ne pourras jamais rencontrer ma sauce. C'est quoi durer? Mais monsieur... Un homme, un être, suivre ta parole, c'est que tu avais confus la terre. No comment. Bref, on adore notre famille C'est Midi, si atypique.
telle qu'elle, tout simplement. Et j'ai envie de dire, quelle belle aventure. Quelle aventure enrichissante qu'est cette couleur émission. Et en personnalité. Franchement, on y voit de toutes les personnes, de toutes les personnalités, de toutes les races, de tout le monde. C'est ce qui fait la magie de cette émission d'ailleurs. C'est cela. Avec tous les risques également. Venez comme vous êtes, hein. Vraiment, venez comme vous êtes. Merci beaucoup et très rapidement, ce serait donc un crime de lèse-majesté si j'arrive pas à saluer mon public. Eh bien, nous sommes en compagnie de la Fédération des femmes Cœur d'Or de Côte d'Ivoire. Merci d'être là. La présidente, c'est Madame Bouchoué. Et vous avez une cérémonie de don aux orphelins et aux veuves le dimanche prochain. Nous avons aussi avec nous Golden Gate Transformation Academy, Engrais Programme 6 et la Fédération des associations féminines de Divo. Ah d'accord. Et on a aussi le fan club ce midi. Et sans oublier nos explorateurs. Et sans oublier toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé, qui ont collaboré pour que cette émission soit possible. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est la finale avec un invité spécial. Je vous conseille vivement d'être devant vos écrans à partir de 12h, non, plutôt 11h55, n'est-ce pas? C'est mieux. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à demain. À demain.